Les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91. On est avec Fadi Kassem aujourd'hui du PRCF et on va faire un entretien d'actualité. Merci, citoyen Fadi Kassem, de nous recevoir. On fait l'entretien avec Marie-Laure d'Étampes. Marie-Laure, vous vous souvenez, Gilet jaune d'Étampes, qui a été blessé le 16 mars, éclat de Glief 4. Comment ça va, Marie-Laure ? Eh ben écoute, ça va comme ça se pousse. J'ai toujours mes implants. Au niveau physique, ça va. Au niveau psychologique, on fait aller. Ouais. Voilà. On t'avait vu en manif la dernière fois. Dès qu'il y a des pétards, des explosions, des trucs, il y a quand même un syndrome. Un choc optique. Ouais. Choc Ça te rappelle traumatique. l'explosion de la grenade qui t'a. Complètement, je me retrouve en transe et c'est très très compliqué. Mais je suis toujours là sur le terrain et je lâche pas l'affaire. Bah écoute, merci de faire l'interview avec nous, Marie-Laure. Avec plaisir. Donc c'est un entretien d'actualité, ça va se dérouler sur des sujets d'actu. On commencera par l'introduction, mais là on va juste faire le tour des sujets. Premier sujet, la Légion d'honneur pour le patron français de BlackRock, le citoyen Cirelli. Non-citoyen. Ou le non-citoyen Cirelli, oui. Voilà. Donc on reviendra là-dessus, sachant que derrière les retraites c'est BlackRock, derrière la capitalisation des retraites, c'est la boîte de bonbons. C'est comment ils appellent ça, le marché français pour eux, c'est une boîte de bonbons. Prochain sujet, c'est quoi ? La loi de l'école de la confiance, l'article 6 sur le fameux bac européen. Et le non-bac français, donc baisse du niveau du baccalauréat français et puis ce bac européen. La loi, alors c'est toujours hallucinant, ils ont toujours des noms, en fait c'est l'opposé, c'est complètement satanique, c'est l'opposé de ce que c'est. Alors toi, t'es prof, on en reviendra oui, en plus, dans l'intro. Juncker dit tout pour continuer. Alors Juncker, c'est qui ? C'est le gars de la Commission européenne. L'ancien président. Ouais. Jean-Claude Juncker. qui aimait bien picoler. Et apparemment, il a fait un entretien au soir de Belgique, le quotidien belge. Et puis là, il a balancé du lourd. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit la politique n'a pas en charge du bonheur des peuples. N'est pas en charge du bonheur du peuple. C'est pas énorme, ça. On y reviendra, mais voilà, c'est un peu teasing. Voilà. Ensuite, on parlera de Carlos Ghosn et la corruption. Et puis son évasion au Liban, évasion fiscale et évasion au Liban. Son voyage. Voilà. Après, on va parler des travailleurs. Les travailleurs contre le syndicalisme de collaboration. Alors, c'est même plus la compromission, on parle de collaboration. Alors, on va pas dire les noms du syndicat, mais il y en a deux qui sont à fond dans la collaboration, ils s'en cachent même pas. On va juste dire les initiales, CFDT, FO. On parlera aussi des faux, comment il a été créé en 47 avec l'argent de la CIA. Il y a du dossier encore. Irving Brown. Bon, voilà, alors ça va être pour tout à l'heure. On va aussi parler de la Confédération européenne des syndicats. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette Confédération européenne des syndicats ? L'Europe qui nous apporte tellement. Alors, et qui est pas. Et puis, qu'est-ce que la Fédération syndicale mondiale ? Alors là, apparemment, c'est autre chose. Là, ça prend le contre-pied de ça. Et puis, la scission qui est en train de naître très forte là au niveau de la CGT. Et puis même au niveau du PCF, puisque le PCF historique est passé du côté européen, alors que le PRCF, le pôle de renaissance du communisme en France, lui est sorti de tout ça. Ah, oui. Prochain sujet. Ce sera avec les gilets jaunes vus par la gauche bien pensante. Donc généralement, c'est ceux qui nous donnent des leçons de morale, les idéocrates, ceux qui sont payés 10 000 balles par mois pour nous expliquer qu'il n'y a plus de pognon. Voilà. Et puis... C'est normal, ils l'ont. C'est normal. Et puis le capitalisme est en train de s'autodétruire. C'est un livre de Patrick Artus, c'est ça, 2007 ? 2007 aux éditions La Découverte. La Découverte. Donc on va revenir tout ça, ça va être un petit entretien, non un gros entretien. On va essayer. On va essayer de faire court les amis. Promis. On va commencer par l'intro. Fadi Kassem, merci d'être en entretien avec les constituants du 91, et les collègues ils sont autour. Voilà, santé à tout le monde. Et on est au café. À vous déjà, mes meilleurs vœux. Je dirais 3 mots, de meilleurs vœux de santé d'abord parce que c'est la base. Et d'ailleurs je crois que Marie-Laure l'a très bien rappelé. Le problème c'est que c'est d'abord avant tout ce combat-là pour être en très bonne santé, physique, mentale, etc. Et ce qui est vrai c'est que le mouvement des Gilets jaunes, ça fait plus d'1 an
qu'il prend également sur sa santé avant tout. Il faut quand même le rappeler, hein, c'est quand même le premier principe de base. De fraternité dans le sens nous sommes tous frères, nous nous battons justement contre cette oligarchie. Hein, pour le bien commun. Pour le bien commun, et ça on va en reparler sans problème. Et je dirais, c'est en lien avec le deuxième vœu et le premier, de combativité. Parce que le combat, il connaît pas de trêve, lui, pour le coup. Il fallait, tu sais, au départ, peut-être qu'on espérait que des gens, un homme providentiel, un mec, il s'appelait quoi, Castagnier ou Châtaigne ou je sais pas trop quoi, un mec du Sud, tu sais, voilà, il faisait des trucs avec Monoprix à Nice et tout. Mais en fait, on a vu qu'il y aura pas d'homme providentiel, il y aura pas de femme providentielle. C'est en nous, c'est chacun de nous. Il faut qu'on s'enlève les doigts, il faut qu'on, suffisamment longtemps, on l'a dit, monter des équipes, bande de glands. On est tous en équipe maintenant, on est tous en réseau. On a monté en réseau les différents binômes, trinômes, équipes, etc. Et ouais, la combativité, elle est là. On sait que ça sera à nous de faire le boulot. Sinon, c'est pas des gars qui sont payés 6 000, 7 000 euros, 10 000, 30 000 euros par mois qui vont mettre en jeu le système. Eux, ils ont leur gamelle. C'est au peuple de se reprendre en main et puis de mettre tout sur la table et puis de créer cet avenir radieux, parce qu'on sait que demain, les jours heureux. Demain sera pire qu'aujourd'hui et surtout pire qu'hier. Ça, c'est une certitude. Pour toute la classe moyenne là, qui ne nous suit pas encore, qui continue de regarder LCI et BFM et qui voit dans les Gilets jaunes des violents, des casseurs, etc., ils voient surtout l'explosion de colère. Bon, une colère légitime. Parce que même un notaire ou un médecin, si il se fait gazer et nasser pendant 2 heures, il va péter un câble. Et il va tout balancer. Il comprend ce qu'est la condition de base. Voilà, donc par contre, ce pilier, y compris pour les municipales, toute cette classe moyenne qui est en déclassement, ils regardent, ils savent très bien ce qui se passe avec leurs enfants. Leurs enfants n'auront pas la prospérité qu'ils ont eue, ni que leurs parents ont eu. Donc voilà, c'est clair, ça ne va pas s'améliorer. Donc ça sert à rien de faire l'autruche. Il y a une avant-garde révolutionnaire, c'est les Gilets jaunes. Ok, c'est des gueux, je veux bien. Mais en tout cas, on a bon, parce que la réponse qu'on a en face de l'establishment, de l'oligarchie, etc., voit bien que là, on est dans le dur. On n'est pas dans la manif symbolique. Non, quand on est en manif sauvage sur Paris, etc., on fait trembler le système. Le mort à la dette, de vivre le bien commun. Ça, c'est tout le système qui est mis en branle. Donc les amis, on lâche rien et on va rien lâcher. Vous comme nous, ok, on peut avoir des passages à vide. Marie-Laure, on a tous eu des passages à vide. Bien entendu, on est des humains, on est des êtres humains, on a une morale, on a un cœur, et les passages à vide, ils sont là pour nous rebooster après. De toute façon. Morale et un moral. Parce que absolument. le passage à vide est lié aussi au moral. Et on a les collègues, on est toujours en équipe. Tu verras jamais un gilet jaune tout seul. Oui, collectif. Toujours binôme, trinôme, collectif, quoi. Toujours le bien collectif plus important que le bien individuel. Tout le contraire de ce qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire l'égoïsme. Alors ça sera sur pour la suite. Une vidéo, ça sera libéralisme et principe de l'égoïsme de Mandeville et Smith à Cohn-Bendit. Alors là, bon bref. Mais ça sera pour tout à l'heure. Ça sera là on est à l'apéro, c'est l'entretien d'actualité. Alors on va revenir sur l'intro. Fadi Kassem, qui es-tu et qu'est-ce que le PRCF, ce pôle de renaissance du communisme français, en France? En France, ouais. C'est pas le PCF qui a abandonné les ouvriers pour aller sur le sociétal? Alors, moi déjà à la base, déjà je suis content de vous retrouver ici à Versailles. C'est une ville que je connais bien, pas parce que je suis royaliste, bien au contraire, ça a été dit. J'y ai fait mes études, comme lycéen notamment. Je suis arrivé au PRCF d'abord comme prof d'histoire. C'est important de le rappeler. T'es prof, t'as fait Sciences Po, t'as côtoyé ces grands penseurs du libéralisme, oui, etc. j'en connais quelques-uns. J'ai fait Sciences Po Paris. J'ai fait Sciences Po Paris sans regret, au contraire même, ça m'a beaucoup appris sur plein d'aspects intellectuels, personnels, puis sur une réflexion plus générale, sur comment se comportent, j'allais dire les gens, mais non, pas les gens, en tout cas ceux qui sont issus de ce monde élitiste. Ce monde oligarchique, donc ça permet de voir tout ça. Donc toi, tu as un gros niveau au niveau de l'éducation nationale. Tu fais passer des concours.
En tout cas, moi j'enseigne au collège là, hein. Ça fait 4 ans que je suis au collège et parce que je l'ai voulu, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que souvent on me fait la remarque, mais pourquoi vous n'enseignez qu'au collège? Bah, parce que j'ai envie en fait et que c'est très bien et qu'il y a et que au contraire, contrairement à ce qu'on peut penser, les élèves quand ils sont jeunes, ils ont envie de comprendre, d'apprendre et de donner un sens au monde qui les entoure, ce qui est paradoxalement plus compliqué souvent avec les adultes. Donc c'est vrai que j'ai fait Sciences Po Paris. J'ai même commencé une thèse que j'ai dû arrêter pour diverses raisons. L'une des raisons étant que j'en avais marre aussi, faut clairement le dire. Et puis, parallèlement, à travers mes activités professionnelles, progressivement, oui, j'étais toujours attiré par la politique, mais au sens noble du terme. Pas au sens faire une carrière. D'ailleurs, sinon je serais pas au PRCF. J'aurais pu choisir un parti et avoir un mandat. Ça aurait pas été très compliqué. Alors là, en fait, t'es pas là en tant que représentant Absolument numéro 2, pas. T'es le numéro 2 du Ouais. PRCF. T'es pas là pour parler du PRCF, Non. t'es là en tant que prof d'histoire, Tout à fait. qui a été dans la machine, dans la matrice idéologique des profs d'histoire, de l'enseignement de l'histoire, etc. Qui sont encore dedans d'ailleurs, mais à ceci près que quand on connaît le truc, on s'en détache. Alors, juste pour préciser, le PRCF avait publié avant les Gilets jaunes des textes qui sont quand même très Gilets jaunes. Alors, soyons clairs, si je reformule ce que tu viens de dire, c'est pas nous, je vais pas avoir la prétention de dire que tout à coup le PRCF a dit exactement ce qui allait se passer. Ce qui est certain, c'est que quand on a vu qu'il y a un appel qui a été lancé le 17 novembre 2018, c'était le samedi 17 novembre 2018, en faveur de cette insurrection, disons-le clairement, des Gilets jaunes, nous, 10 jours avant, et je vous l'ai démontré d'ailleurs à travers les documents que j'avais, nous avions publié un appel, un tract, très clairement, à soutenir, mais à 200% le mouvement. Et je dis ça parce qu'effectivement, on pouvait entendre circuler dans ce qu'on appelle la gauche, et j'insiste sur le dans ce qu'on appelle la gauche, l'idée que... Dans ce qu'on oui, appelait la gauche, excuse-moi de t'interrompre. oui, Parce que honnêtement, au niveau des ronds-points, gauche-droite, ça n'existe plus. C'est soit tu es pour le bien commun, soit Oui. tu es du côté du peuple, soit tu es du côté de l'oligarchie, tu es du pouvoir visible ou du pouvoir profond, mais en tout cas, tu es un collabo des banques derrière. Enfin, tu vois, il y a Mais je suis cette là- dichotomie-là. oui, bien sûr. Droite-gauche, ça ne veut plus rien dire. c'est le rapport de force sociale, on appelle autrement une lutte des classes, quoi, si tu veux. T'es marxiste, hein. Ah oui, un peu sur les bords. Mais ce qui est vrai au-delà, c'est que moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est de constater que lorsque ce mouvement des Gilets jaunes est apparu, mouvement auquel je participe à titre personnel, et pas que, parce que beaucoup de mes camarades sont aussi dedans. Alors certes, probablement, et ça je ne le nie pas, de manière moins impliquée, moins engagée au jour le jour par rapport à tout ce que font par exemple les Gilets jaunes constituants, etc. Mais on est dedans. On est dedans parce que c'est une révolte, une insurrection qui part de quoi? Mais d'un refus, d'un ras-le-bol, de ce mépris social, qui n'est pas seulement un mépris sentimental, mais un mépris matériel, disons-le clairement. C'est un problème matériel au départ. C'est un combat pour la dignité, tout simplement. Mais évidemment. Et pour le respect, le respect de nos anciens. Quand on Ouais. voit le 4e âge, comment est traité le 4e âge, Marie-Laure, tu bosses en EHPAD, hein, donc tu sais Exactement. comment ça se passe. Hein. Tout à fait, voilà, en EHPAD, je vais juste raconter l'EHPAD pour le respect de nos anciens. Une douche tous les 15 jours, puis quand on ne peut pas leur donner une douche tous les 15 jours, ça s'appelle tête, cul, pied, dans la journée. Donc le respect de nos anciens, voilà, il faut aussi C'est eux l'avenir qu'on de fait le nos pays, enfants. c'est eux qu'on fait le pays. Ils sont C'est la mémoire de sacrifiés. notre futur. Il faut les respecter. C'est pas normal. Un pays Entre qui autres. traite, une société qui traite comme ça ses anciens, c'est qu'il y a quelque chose de contre-naturel. Il y a quelque chose. Enfin, on dit la loi naturelle, ce qui est naturel ou pas. Là, c'est pas naturel de traiter ses anciens comme ça. C'est pas naturel. Tout ça pour du profit. En plus, pour les enfants et les petits-enfants, ça coûte une blinde, ça coûte un putain d'œil. On est obligé de faire des emprunts. On est obligé de faire des emprunts. Est-ce que je peux rappeler un chiffre parce que 3 000 euros par mois. Où est-ce qu'on va trouver 3 000 moi, euros je par vais mois rappeler un chiffre simple. 6. Ça va vous surprendre, mais je tiens quand même à le rappeler à tout le monde. La France est la 6e puissance économique mondiale. Et je tiens à le rappeler parce que la France est un pays qui, contrairement à ce qu'on dit, s'enrichit. J'ai dit la France, j'ai pas dit les Français. La France est un pays qui s'enrichit d'année en année. Alors, les banques françaises, certainement. Le peuple, beaucoup moins. C'est pour ça que j'ai dit la France et que je n'ai pas dit les Français. On va passer tout de suite. Allez, parce que d'habitude, nous, on fait 1 heure et demie. On est content, tu vois, on est entre nous et tout. Ouais, on est bien sûr. Mais Ah, c'est le premier point. il faut penser, voilà, un petit peu efficacité. Efficacité. La Légion d'honneur pour le patron français de BlackRock,
Jean-François Cirelli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de la provocation absolue? Non. Est-ce que Macron est le troll absolu finalement? Parce que derrière la réforme des retraites, c'est BlackRock. Contre-réforme des retraites. Alors, derrière le vol des... C'est ça, disons-le clairement. Derrière cette destruction des retraites, c'est la capitalisation, et puis derrière, c'est BlackRock. Souvenez-vous d'Enron, les gars. Les mecs, ils ont cotisé, puis du jour au lendemain, appu ta retraite, tu vois, tout ce que tu as cotisé, c'est fini. Donc, c'est la fin du principe de solidarité, c'est la fin de tous les principes qui avaient été faits après la Deuxième Guerre mondiale, où la France avait été laminée, etc., mais où il y avait des hommes de bonne volonté qui ont fait l'épuration, enfin, partiellement. Ouais, qui ont essayé, hein, parce qu'on pourra en reparler. Mais il y avait un rapport de force sur le terrain entre le politique et l'économique qui était à l'avantage du politique. Ouais. Parce que là, les hommes, ils avaient pris les armes. Les hommes et les femmes, ils avaient pris les armes. Il y avait les maquis, ils avaient les flingues, etc. Donc tout ce qui est banquier, fonds de pension, etc. Si vous voulez être fusillé, c'était un petit peu le moment. Donc là, bon, bah voilà, hein, des temps difficiles font des hommes forts, qui font des temps prospères, des temps prospères qui font des hommes faibles, lâches. On peut appeler des hommes après, hein, quand tu vois Castaner, quand tu vois Hollande, quand tu vois Sarko, est-ce que tu peux encore appeler ça des hommes? Et qui font des hommes faibles, qui font des temps chaotiques. Et donc voilà, la boucle est bouclée, donc bon. Bah, pour répondre à ta question, provocation, alors c'est vrai qu'on peut le ressentir comme ça. Je veux dire, on se dit, c'est terrible. La veille, Emmanuel Macron a adressé, j'ose même pas appeler ça des vœux. Bon, il a fait un discours de campagne hein, et d'autosatisfaction personnelle, égoïste. On pourrait considérer que c'est une provocation. Mais on passe à côté de quelque chose qui me semble-t-il est central. Parce que justement, tu l'as dit dans la présentation, j'ai fait Sciences Po Paris. C'est-à-dire que la même école qu'Emmanuel Macron. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on arrive à Sciences Po, quasiment l'une des premières choses qu'on entend, c'est vous êtes l'élite, avec un L apostrophe et un E majuscule, l'élite de la nation. Donc quand on est élite, on ne peut pas se tromper, c'est bien connu, on a toujours raison. Quand bien même 98% des citoyens vous diront que vous avez tort, vous croirez que vous avez raison. C'est important de l'avoir en tête parce que, au-delà du cynisme qui est réel, Emmanuel Macron, et pas que lui, Édouard Philippe, et puis l'ensemble de son gouvernement, et puis même de nombreux députés, ce sont des gens qui sont fondamentalement possédés. Possédés dans le sens où ils sont convaincus que ce qu'ils disent et que ce qu'ils font est pour, et là je reprends une expression dont en fait ils ne maîtrisent absolument pas les tenants et les aboutissants, ils sont convaincus d'agir pour le bien commun, ce qui n'est pas le cas, hein, on est bien d'accord. Simplement, ils en sont persuadés et convaincus. Et il faut l'avoir ceci en tête. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, ils ne comprennent pas que ce qu'ils considèrent comme des riens, des gens cyniques, extrêmes, etc. Des alcooliques. Tout ce que tu veux, mais des analphabètes, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre que des citoyens de base, mais ça ne veut rien dire, en fait des citoyens tout court, le peuple, les gars du peuple, qu'on puisse dire, mais écoutez, vous faites fausse route. Non, ils se sont convaincus d'avoir raison. Et donc, par conséquent, le moindre de leurs faits et gestes est totalement, et ça j'insiste aussi, est totalement légitime. Légitime. Donc, ce que nous vivons... Ils se considèrent comme élus, excuse-moi. Est-ce qu'ils se considèrent comme élus? Bon, il y a presque quelque part... C'est toujours le même problème. À un moment donné, à force d'entendre qu'on est les meilleurs, etc., on croit qu'on est effectivement l'homme providentiel. On croit qu'on est l'homme providentiel. Mais là, à un moment donné, le fait est que la thématique de l'homme providentiel, elle peut souvent amener à des catastrophes. Et d'ailleurs, historiquement, elle a souvent amené à des catastrophes. Alors, finalement, donc rien d'étonnant. Ils continuent. Eux, ils sont persuadés. Ils sont persuadés d'avoir raison. Nous, on lâchera pas. Ça fait 14 mois. Les amis, vous qui nous écoutez, vous savez, on lâchera pas. On est à la résistance. Si on fait pas le boulot, personne d'autre fera le boulot. Et ça va être catastrophique pour nos gamins, et pour nos anciens, et en plus pour nous-mêmes. Et on lâchera pas. Donc pour tous les sacrifices qui ont déjà été faits, on ne peut pas lâcher. Ça c'est sûr, on lâchera pas. Surtout pour nos enfants. Et puis pour nos enfants, on peut peut-être enchaîner donc sur la deuxième partie. La loi école de la confiance. Qu'est-ce que c'est quand même, c'est bien vendu. L'école de la confiance. Ayez confiance. Ouais, c'est le contrat de confiance comme Darty. Hein. Ou le livre de la jungle, tu sais, avec le serpent. Ouais. Ayez confiance. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent dans cette école de la confiance? C'est l'article 6. Oh, le bac européen, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais en parler parce que il faut savoir que quand même, depuis que Jean-Michel Blanquer a été promu ministre de l'Éducation nationale, il cherche à mettre en place une soi-disant réforme qui est une contre-réforme.
Et alors, on a beaucoup, à juste titre, dénoncé cette loi parce que non seulement elle organise la destruction progressive du métier d'enseignant, qui va être de plus en plus flexible. Il faut savoir que dorénavant, on se dirigera vers une annualisation du temps de travail pour les enseignants et qu'il y a même la possibilité pour les établissements qui le souhaitent d'établir ce qu'on appelle un projet pilote, je ne sais pas comment appeler ça, pendant 5 ans où le chef d'établissement fait ce qu'il veut et si besoin recruter les professeurs. Mais passons de tout ça parce que les syndicats en ont beaucoup parlé. En revanche, il y a un article qui a été très peu commenté et tu viens de le dire, c'est le fameux article 6 de ce projet de loi dit de l'école de la confiance. Parce que ce projet de loi explique, en fait, donne naissance à ce qu'on appelle les EPLEI, il y a 5 lettres, établissements publics locaux d'enseignement international. EPLEI, enseignement public locaux d'enseignement international. Pardon. C'est pas un peu contradictoire, local, international, enfin là, oui, mais enfin, en gros, c'est... alors, et encore, tout dépend ce qu'on dit par international en réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire quoi? Il y aura des établissements au sein desquels, dès le CP, on pourra avoir les cours en anglais, je dis bien en anglais, pas d'anglais, hein, en anglais, l'histoire en anglais, le français en anglais, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, au demeurant, mais passons. Et ce qui est intéressant, c'est que ces EPLEI pourront permettre de préparer, effectivement tu l'as dit, à un baccalauréat européen. Et je dis bien européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est inscrit clairement dans le projet de loi, enfin qui d'ailleurs est passé au demeurant, à savoir que désormais les élèves auront la possibilité soit de préparer un baccalauréat national, avec éventuellement les options internationales, ce qui existe d'ailleurs déjà, soit un baccalauréat européen. Donc il n'y a plus un, mais 2 baccalauréats. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde fondamentalement qui finance ces EPLEI, qui peut financer ces EPLEI, on retrouve l'Union européenne, dont on reparlera probablement ensuite, on retrouve aussi les dons, etc., de familles, j'imagine, qui ont plutôt les moyens de faire des dons, ainsi que les grandes entreprises, qui ont tout à fait le droit également de fournir ces dons. Autrement dit, il y aura une école, tu le disais tout à l'heure, pour les gueux, en tout cas pour les médisants, ceux qui seront là pour être uniquement au service des intérêts du capital, et puis il y a ceux qui feront un bac européen et qui, très probablement derrière, seront formatés dans l'enseignement supérieur, qui ne sera pas un enseignement supérieur public, mais privé, voire privatisé au niveau d'une entreprise. Voilà. Alors là, tu sais, ça nous ramène un petit peu au système des expatriés, quand ils sont, tu sais, les expatriés français, les ingénieurs, on va dire. Oui. Les ingénieurs, quand ils sont à Dubaï, quand ils sont en Chine, à Singapour, etc., leurs gamins vont dans des écoles d'expatriés. Ouais. Et c'est des écoles qui sont internationales, Ouais, qui ont très bon niveau, etc. Et parce que les parents poussent et payent derrière. Mais ça n'a rien à voir au Cambodge, il y a partout, au Vietnam, Bien etc. sûr. Mais ça n'a rien à voir avec l'école pour le petit Cambodgien. Non. C'est l'école pour les enfants d'expat. Et c'est pour ça que, si je peux me permettre, plutôt que de dire international, moi je dirais surtout mondialiste. Mondialiste dans le sens où, quelle que soit leur religion, leur origine ethnique ou que sais-je, tous ces gens pensent exactement la même chose en termes d'intérêt clairement oligarchique. Alors, pourquoi les syndicats, le SNES, le SNALC, le SNUP, enfin bref, tous ces syndicats de profs, c'était les inconnus qui disaient ça, c'est le SNUP, je sais pas trop quoi, bref. Pourquoi ils en parlent pas? Ils sont encore trop compromis, ils sont peut-être trop timides. Ils arrivent déjà pas à se faire respecter par leurs élèves, alors t'imagines faire la révolution? Alors, ce qui est certain, c'est on touche à un point central concernant l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a été présentée comme étant l'alpha et l'oméga, l'horizon ultime pour le genre humain dit européen, parce qu'il faudra déjà dire ce que c'est un Européen. Bon. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que fondamentalement, il y a une incapacité à remettre en cause, à critiquer, même rationnellement, sans être militant, mais à critiquer ce qu'est la construction européenne. Et d'ailleurs, ça se voit, à vrai dire, dans les programmes. Parce que sinon, tu es tout de suite fasciste. Oui. T'es un fasciste. Oui, évidemment. Alors, on va juste rappeler pour nos amis européens, au niveau de la Commission européenne, on le dit, qui a été, Alors, au niveau de la Commission européenne, un des tout premiers commissaires européens? Je vais même aller plus loin. Mais pour répondre d'abord à ta question, le tout premier commissaire européen, le président de la Commission européenne, c'est même pas un commissaire, c'est le président de la Commission européenne, à partir de 1958, s'appelle Walter Hallstein. C'est un Allemand. On est à la fin des années 50. Il a eu une carrière, si j'ose dire, avant. Et d'ailleurs, une biographie qui est sortie en Allemagne il y a 1 an et demi, 2 ans, démontre bien que Walter Hallstein a été membre du parti nazi et a joyeusement
trempé. Il a collaboré à 200% avec les C'est nazis. même pas qu'il a collaboré, c'est qu'il était dedans. Il était universitaire. Oui, Il a eu sa carte. Personne l'a forcé à avoir sa carte du parti nazi. Non. Et il a travaillé sur des projets nazis de grosse Europe. Et le gars, il se retrouve à la Commission européenne. C'est très bien ce que tu viens de dire. Parce que ça, c'est l'autre point qu'il faut signaler. Le projet d'Europe nouvelle, de Nouvelle Europe, etc. Mais en réalité, c'est un projet européiste qui est porté par qui? Par les nazis même et par tous les collabos. Et je tiens à insister là-dessus, c'est-à-dire que dans l'entre-deux-guerres, il y a déjà la volonté d'unir l'Europe, de créer la construction européenne, enfin de la mettre en place. Et la réalité, c'est qu'un grand nombre d'européistes de l'époque vont finir dans quoi? Dans le nazisme et la collaboration. Parce qu'ils vont voir dans le nazisme la possibilité d'unifier l'Europe contre ce qu'ils appellent d'ailleurs le judéo-bolchevisme, contre l'URSS, etc. Et je pourrais vous donner des tas d'exemples. Vous voulez juste un nom d'ouvrage qui est significatif, de la part d'un penseur qui s'appelle Gaston Rioux, R-I-O-U, et qui en 1928 publie cet ouvrage dont le nom est déjà très évocateur. Europe, ma patrie. Leur patrie à eux, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne. Bon, de toute façon, il n'est pas allemand, mais en tout cas, c'est pas la France, c'est l'Europe. Voilà la réalité de ces gens-là. Donc là, un petit argument supplémentaire pour tous les glands qui nous traitent, vu qu'on est plus qu'eurosceptiques. Vous êtes patriotes. Qui nous traitent de fascistes. Ça, c'est peut-être pour les syndicalistes. Comment il s'appelle le gars avec moustache là, qui nous traitait de fascistes il y a 14 mois, quand lui, il continuait à défendre ses intérêts catégoriels et qui ne voulait pas joindre les gilets jaunes dans la lutte du bien commun. Il nous traitait de fascistes. Peut-être des arguments supplémentaires à lui rétorquer à Moustache. On va passer à la prochaine partie. Donc la prochaine partie, ce sera sur Juncker. Juncker qui dit tout. Ouais. Juncker, le luxembourgeois sobre. Le LuxLeaks. Faut pas oublier qu'il était dans précisons-le d'avance, dans un grand scandale de corruption quand il était Premier ministre du Luxembourg. C'est-à-dire qu'il avait permis l'organisation d'un système de fraude fiscale gigantesque qui a bénéficié à plus de 1000 entreprises au Luxembourg, ce qui faisait que ces entreprises ne payaient pas leurs impôts, etc. Ça, c'était quand il était Premier ministre du Luxembourg, avant d'être président de la Commission européenne à partir de 2014. Alors, donc cet ancien président de la Commission européenne a fini son devoir au service des banques, de l'oligarchie financière. Il a bien travaillé, voilà, il a bien picolé aussi. Et puis, là, il a été interviewé par un quotidien de Belgique qui s'appelle Le Soir. Tout à fait. On n'en a pas parlé en France, non. Mais tu as voulu le relever. Oui. Et le titre de cette entrevue, véridique, du 23 décembre 2019, les amis, vous pouvez y chercher, 23 décembre 2019, le quotidien belge qui s'appelle Le Soir, c'est la politique n'est pas en charge du bonheur des peuples. Alors, ça veut tout dire. Alors, c'est l'économie qui va être. Si c'est pas le politique, c'est l'économie qui va être en charge. En tout cas, la politique n'est pas en charge du bonheur du peuple. C'est très intéressant à plus d'un titre. Et j'insiste, aucun média français, quasiment aucun, à ma connaissance aucun en tout cas, n'a relayé ce titre-là, cet entretien. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que effectivement Jean-Claude Juncker, faisons le lien avec ce qui a été dit avant. Bon, c'est un type qui est au service, comme tu l'as dit, à juste titre, de l'oligarchie financière, industrielle, etc. Mais je précise que ce n'est pas la première fois qu'il nous fait des aveux, si on peut appeler ça des aveux, mais pas seulement. Tout à l'extrême fin janvier 2015, quand Syriza à l'époque avait gagné les élections législatives en Grèce, c'était sur soi-disant un programme où ils allaient remettre en cause, ils allaient refuser le plan de l'Union européenne, et qui n'était pas que de l'Union européenne, c'était aussi du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne d'ailleurs. En fait, il y avait un triptyque, Commission, Banque centrale, FMI. Et qu'avait dit Jean-Claude Juncker à l'époque? Mais il avait été très clair, il avait dit, mais attendez, mais il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens déjà ratifiés. Autrement dit, vous avez signé, après vous pouvez faire ce que vous voulez, on s'en fout. Alors, vous avez signé, vos dirigeants, vos représentants politiques ont signé. On est bien d'accord. On se souvient de 2005 quand même? On pourrait parler de 2005, c'est intéressant parce que je signale que depuis, il n'y a plus jamais eu de référendum en France. C'est-à-dire que le 29 mai 2005, 55% des électeurs qui avaient donc participé à ce référendum au sujet du projet qui s'appelait « Traité établissant une constitution pour l'Europe ». En gros, mettre les fers, quoi. Et 55% des Français ont refusé. Alors évidemment, les dirigeants étaient embarrassés, ils disent « mais on veut faire passer ça à tout prix ». C'était Valéry Giscard d'Estaing qui disait « moi je suis pour ce référendum, à condition qu'on vote oui ». Oui.
Mais alors là, c'est quoi? Depuis 2005, finalement, on est quoi? C'est un coup d'État constitutionnel? Un coup d'État tout court. Hein. C'est même pas. Oui, alors constitutionnel dans le sens où, et pour que les différents auditeurs et spectateurs en soient conscients, c'est-à-dire que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que en février 2008, le 4 février 2008, les parlementaires, c'était le gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec l'appui de députés socialistes comme Manuel Valls, ont fait ratifier le traité de Lisbonne, qui, de l'aveu même de Giscard d'Estaing que tu citais, était une copie conforme du traité rejeté le 29 mai 2005, remis dans un autre ordre. Donc autrement dit, ils ont dit, bah oui, en effet, le référendum, nous, c'est ce que tu as dit, on est pour si ça approuve. Et si vous voulez un autre exemple, parce qu'on parle de la France, mais on pourrait parler de l'Irlande. Les Irlandais, par référendum, ont rejeté en juin 2008 ce fameux traité de Lisbonne. Qu'est-ce qui a été décidé? Ah ben on va les faire revoter par référendum jusqu'à ce qu'ils disent oui. Jusqu'à temps que Et ils ont dit oui. Jusqu'à temps que les médias de masse qui font l'opinion publique et la propagande aient fini de nettoyer les cerveaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Irlandais ont revoté par référendum pour le même texte, à peine aménagé. En fait, il n'y avait aucun aménagement quasiment, à la fin de l'année 2009. La démocratie, on l'accepte tant qu'on vote dans le sens de ce que propose le type. Voilà. Alors là, ça nous ramène ce qu'on avait vu, c'est que c'est très bizarre. Parce que là, il lâche tout, le père Juncker, il doit avoir un foie, c'est comme un ballon de rugby. Il a peut-être déjà un pied dans la tombe et il est en train de tout lâcher. Ça nous ramène à un programme du CNR du 15 mars 1944. Et ce programme s'appelait Les Jours Heureux. C'est quand même extraordinaire de se dire que 75 ans après la publication d'un programme qui s'appelait Les Jours Heureux, l'idée étant de faire en sorte, alors à défaut de rendre tout le monde heureux, de contribuer au bonheur. Mars 44. Mars 44. Il n'y avait pas eu encore le débarquement, Paris était occupé. Ouais. Contribuer au bonheur du peuple. 75 ans après, vous avez l'ancien président de la Commission européenne, et en réalité ça veut dire quoi derrière lui? Ça veut dire les Macron, les Philippe, le MEDEF, tout ça, qui vous disent « Ah non, on n'est pas là pour faire le bonheur du peuple ». Bon, c'est très clair, il y a deux camps, ceux qui veulent faire le bonheur du peuple et ceux qui luttent contre le bonheur du peuple, qui n'en veulent pas, qui veulent même pas en entendre parler en fait. Voilà, prochaine partie, Marie-Laure. Alors la prochaine partie, on va parler de Carlos Ghosn, que tout le monde connaît, hein, avec les gens le connaissent quand même de toute façon, et sa corruption et son évasion fiscale. Oui. Alors il faut quand même rappeler qu'effectivement Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan, Renault, etc., il était en attente d'un procès au Japon, hein, très clairement. Alors on peut faire des reproches au Japon, j'en aurais à faire personnellement, mais ce n'est pas l'objet de la discussion. C'est de constater qu'au moins de ce point de vue, et c'était déjà le cas en Corée du Sud, c'était arrivé avec l'ancienne présidente sud-coréenne qui a été condamnée à autour de 25-30 ans de prison pour corruption. On peut reprocher ce qu'on veut au Japon, mais au moins là-dessus, ils étaient assez fermes. C'est-à-dire le fait de condamner sévèrement la corruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Au miracle, Carlos Ghosn a fui. Alors, récemment, si vous voulez, là vous avez dû en entendre parler, il a publié une déclaration comme quoi, apparemment, lui tout seul aurait organisé sa fuite. Très bien, donc bien sûr personne n'est impliqué, personne n'est au courant de ce qui s'est passé, il est miraculeux ce monsieur, il est arrivé au Liban qui au miracle est très heureux, en tout cas là où il s'est réfugié, il y avait un article dans Le Monde je crois, on pourra en parler mais passons, qui disait voilà on est très content d'accueillir Carlos Ghosn, c'est un citoyen du monde mais il n'y a que nous qui l'accueillons. En effet, quel bonheur. Mais une chose est certaine, c'est que c'est très symptomatique de comment ces personnes se pensent la justice. La justice est juste tant qu'elle ne les concerne pas. Et pourtant, elle pourrait les concerner. Parce qu'en termes d'évasion fiscale, c'est ce que tu as dit, en termes de fraude, ça se chiffre en millions et en millions d'euros. Mais pour eux, c'est tout à fait normal. C'est même pas une fraude de pouvoir trouver. Vous savez comment on appelle ça à Sciences Po, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure? De l'optimisation. De l'optimisation fiscale. Ce n'est donc pas de la fraude. Tu sais comment on l'appelle sur les ronds-points? La fraude fiscale et du vol. Oui. Et le vol du peuple. Et tous ceux qui sont complices. D'ailleurs, voilà. on voulait parler avec toi là-dessus. Parce que, ok, les mecs, t'imagines bien que c'est pas le gars qui a son food truck ou ses ruchers qui va faire l'évasion fiscale. Ah non, ça on en est sûr. Mais ces grosses boîtes, on pensait à Starbucks, on avait fait une OP en décembre sur Starbucks. Et l'affaire, c'est qu'ils passent par des gros cabinets comptables. Tu sais, d'audits comptables. Oui. KPMG, Ernst & je sais pas trop quoi, Deloitte, Touche, enfin bref. Il y en a 3-4, ils sont à la Défense, c'est des buildings énormes. Hein.
Et les mecs passent par ces cabinets comptables pour que justement jouer avec les législations européennes, françaises, etc. Pour justement trouver des failles et pouvoir faire sortir en fait le pognon de la France. Ça c'est du vol. Oui. Le sénateur Bocquet qu'on avait attrapé devant le... Jean-Marie Bocquet. Je sais plus, on était à la sortie du Sénat, on l'avait coincé sous un échafaudage et puis très gentiment il avait fait 40 minutes d'interview dans la rue. Il nous avait dit, lui il fait partie de la commission sénatoriale sur l'évasion fiscale. Ils savent pas en fait. Ils estiment que c'est entre 80 et 150 milliards d'euros par an et c'est lié en fait au système d'anonymisation. En fait, c'est le capital est anonyme. Enfin, derrière, c'est pas anonyme. Ce qui est faux d'ailleurs. Non, mais derrière, il y a Bien des sûr. mecs qui se remplissent les poches. Mais il y a tout le temps cette histoire de société anonyme, de société écran. Ça passe par les paradis fiscaux. Bon, les paradis fiscaux peuvent se faire la guerre entre eux. Hein. Il y en a qui sont complètement contrôlés par les États-Unis, d'autres qui sont plus en roue libre, comme Panama. Puis à un moment, la CIA, boum, fait fuiter les Panama Papers. Avant, il y avait la Suisse. Et puis, enfin bref, ils utilisent l'anonymat des capitaux pour pouvoir faire ce vol organisé de la richesse, parce que ça c'est des impôts qui rentrent pas dans les caisses et qu'on voit les montants entre 80 et 150 milliards d'euros par an. Le budget de la justice en France c'est 7,5 milliards d'euros. 7,5. En France, si toi ou moi ou le collègue là à côté il a un problème juridique, on part en moyenne pour 1 an. Au Danemark c'est quoi? C'est moins d'un mois. C'est même moins de 20 jours. Donc, il faut des moyens, bien sûr. Il faut des moyens, et ces moyens sont là. Mais les moyens existent, sauf qu'on les... D'abord, on les attaque, parce qu'il faut savoir qu'au sein du ministère de la Justice, il y a Madame la Ministre, il y a tous ses conseillers, et puis il y a les travailleurs de terrain, qui essayent de faire honnêtement et consciencieusement leur travail. Ça existe. Mais effectivement, qui ne vont pas disposer des moyens, parce qu'il faut bien comprendre une chose. S'il y a une délinquance à laquelle il faudrait s'attaquer en priorité et à laquelle on ne s'attaque pas, certainement pas, c'est la fameuse délinquance en col blanc. Celle de Carlos Ghosn, celle de tous ces fraudeurs, de tous ces tricheurs, de tous ceux qui ont appris à optimiser. Alors, il y a une double délinquance. Tu as vu le nombre de bagnoles brûlées, de mecs qui vont travailler et qui se font brûler leurs bagnoles Tout à fait. par des trous du cul. Bien sûr, ça existe. Donc il y a une double, en fait, c'est une sorte de mouvement de pince. À la fois, il y a cette délinquance en col blanc, et puis la délinquance d'enculés. On les appelle comme ça parce que eux, ils sont pas là pour le bien commun, puisque généralement les mecs ils sont alcoolisés ou c'est des tox. Et les mecs, ils sont là juste pour foutre la merde et casser l'outil de travail du plombier. De la nourrice, du mec qui taffe et qui a besoin de sa bagnole pour aller au taf, et les mecs qui te brûlent ça. Alors oui, évidemment, il y aura les assurances, mais non, c'est pas pour faire de l'angélisme. C'est pas ça le problème. Non, c'est que pendant 3 semaines, tu n'auras pas de bagnole. Tu vas être simplement dans les bus et la merde avec un service public de transport qui est dégueulasse en région parisienne. Donc, on a ce double mouvement où, en tant que travailleur, toi, tu te fais emmerder avec ton outil de production ou de transport indispensable dans la modernité, hein, tu es obligé d'avoir la bagnole. Oui. Et puis, au niveau national, tu as ces grands voleurs. Et je pense que ça se complète très bien. Parce que c'est cette histoire de diviser pour mieux régner. Foutre un chaos perpétuel. Être pratiquement en guerre civile perpétuelle. Parce que quand tu râles, tu vois, ou quand tu veux sortir le 12... pour le mec qui fout le feu, tu vois, les 3 connards qui foutent le feu à tout le parking, bah, t'es pas à te battre, tu vois, avec les collègues, à faire du réseau, pour monter des opérations contre Vinci, toujours pacifique et bienveillante, ou pour la prochaine manif, tu vois. T'es en train d'avoir un coup de chaud, tu vois, en train de péter les câbles. Je te rejoins, j'ajouterais une petite précision par rapport à ce que tu as dit. C'est clair qu'il y a cette double tenaille, ça c'est évident. À ceci près qu'en haut, ils savent très bien ce qu'ils font. En bas, les types qui brûlent les bagnoles et qui sont responsables et coupables, la question ne se pose même pas, ils n'ont pas conscience des implications que cela génère. Ça s'appelle des idiots utiles. Tout à fait. Quand tu vois des gamins de 15 ans qui sortent un flingue, qui soient en plastique ou pas, et qui vont te braquer la prof d'école. Bah oui. Et la prof, elle se soumet, tu vois. Et après, cette nana-là, elle va t'expliquer ce que c'est que la gauche ou que la révolution. Elle se fait même pas respecter dans sa propre classe. D'où qu'elle va expliquer aux gilets jaunes que nous, depuis 14 mois, on se trompe de combat et qu'il n'y a que son combat par ces syndicats de compromission qui vaillent le coup. Tu vois là un moment le retour du réel là. Je comprends parfaitement et encore une fois,
Moi aussi, quand je vois brûler une bagnole, je me dis ça peut être celle du plombier qui demain va aller réparer tes toilettes parce qu'à un moment donné il y a un problème. Je ne Les sais bagnoles quoi, qui vois. brûlent, elles sont en banlieue, elles sont en cité. Mais je sais. Les mecs, je ils vont sais. pas aller sur les champs brûler les bagnoles. Ah bah ça, à la limite, ce serait pas un problème d'un certain point de vue. Hein. Mais on est bien d'accord. Les derniers qui ont fait ça, qui ont brûlé des Porsche et des symboles, etc., c'était les Black Blocs et les Gilets jaunes au niveau de décembre. Et voilà. Bon, de toute façon, je le sais parfaitement. Et encore une fois, le pouvoir en place sait très bien comment diviser pour mieux régner, sait très bien comment attiser la colère, mais qui soit détourné d'eux, qui sont les principaux, les majeurs même délinquants de ce pays, par rapport à ce qui est une vraie délinquance qui existe aussi, qui est en bas, qui doit être combattue. Mais encore une fois, j'insiste sur la logique de dissociation et de hiérarchisation, sans quoi on tombe dans exactement ce que veulent les délinquants en col blanc, c'est-à-dire s'entretuer au niveau de la base, tu vois. Mais tu le sais très bien qu'il y a ce double, et effectivement, c'est ceux qui donnent les ordres, Et oui, c'est les Belloubets et autres, évidemment. qui écrasent le principe de division des pouvoirs en demandant au parquet, au procureur d'être extrêmement sévère, impitoyable. Et là, on a un collègue, Jean-Mich, Ouais. Gilet jaune, il a pris 12 mois ferme. Ouais. 12 mois ferme, Ouais. plus 6 avec sursis, parce qu'il a pété des câbles. Bon, c'est un récidiviste, le gars, il s'est jamais courbé. Hein. Et c'est- Ouais. bon. Mais il a pété des câbles devant les gendarmes et devant les magistrats. Et puis il a balancé des trucs de réseau, de Tu sais- franc-maçonnerie, etc. Bon, il s'est fait plaisir sur le moment. Bon, après, c'est un sanguin. Hein. Tu sais pourquoi tu peux Ils l'ont prendre pas loupé, six- hein. Mais tu sais pourquoi tu peux prendre 6 mois ferme désormais dans ce pays? Parce que tu voles un sandwich. Et ça, ce sont des choses qui sont largement vérifiables dans le Parisien ou etc. Je ne plaisante Sachant pas. qu'actuellement en Voilà. France, on est à combien? À plus de 200 viols. 200 viols. J'allais dire, par contre, tu peux être pédophile et t'occuper de ta gamine de 8 ans, mais non, elle était consentante. Et là, tu prends que quelques mois, par contre, de ça. Ouais, là, Et il y a récemment, 200 viols par jour en France qui ne sont pas élucidés. Je sais. Donc, Des vraies violences pour le coup. de la vraie violence aux femmes, mais là, tout ce qui est Marie-Claire Rixin, tout ce qui est député LaREM, là, soi-disant pour défendre les femmes, enfin pour défendre les femmes de la haute bourgeoisie, hein, parce que Marie-Pierre Rixin, députée de l'Essonne, LaREM, est-ce que tu as eu une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs, un bisou, Oh, non, quelque chose? bah non, t'imagines bien. Tu n'es pas une femme, tu es une gilet jaune. C'est Tu ça, vois la exactement. différence. Tu vois, Je suis ton la côté je suis gilet jaune a jaune. transcendé ta féminité. Voilà. C'est quand même fou, hein, le pouvoir du gilet jaune. Bref, on va passer travailleurs en lutte. Ce qui se passe au niveau des syndicats. Oui, c'est important. Alors, les syndicats, c'est qu'une toute petite partie, parce qu'il faut savoir que dans le privé, c'est 3 à 4% de syndicalistes, et puis dans le public, on monte à 8%. Syndiqué, ouais. C'est un peu plus, mais c'est très faible par rapport à la Suède ou à d'autres pays où c'est à plus de 80%. Pourquoi? Alors, Il y a eu tellement de scandales aussi. Mais là, ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est des travailleurs, c'est des syndicalistes de la base et c'est des centrales syndicales. Il y a 3 choses différentes qui Ouais. s'entrechoquent dans le combat. Et c'est la base. Et nous, on l'a vu, hein, on l'a vu à Bretigny-sur-Orge, on l'a vu sur des piquets de grève, etc. C'est la base qui est moteur. Et puis, bah, t'as les gars, là, des syndicalistes de base, eux, qui disent, mais c'est putain, il faut qu'on soit avec les collègues. C'est notre raison d'être. C'est pour ça que moi je paye à la centrale syndicale. En plus que tout Bien ce qui sûr, touche, bien hein, sûr. de l'Europe, etc. En plus des châteaux, etc. Enfin voilà, tout ce que. Et puis le syndicaliste, bah, finalement, il est avec son collègue non syndiqué. Et puis, bah, qu'est-ce que fait la centrale, elle, qui est payée par Bruxelles, elle qui reçoit des millions par l'Europe, elle qui a des châteaux, elle qui a du patrimoine immobilier, alors là, il y a peut-être des choses qui vont sortir bientôt là sur des centaines de millions d'euros de patrimoine financier là pour la CFDT qui est jouée en bourse. Ouais, La c'est CFDT donc est possible, censée être un contrepoids du libéralisme et du pouvoir économique, mais fait jouer des centaines de millions d'euros donc qui viennent des cotisations des salariés, donc des cocus là, hein, voilà, et des aides différentes, hein, européennes, françaises, etc. Et fait jouer cet argent-là sur les marchés financiers. Donc là, on est au comble de l'ultime, du dégueulasse, quoi. Du je vais sordide. je vais rebondir sur ce que tu as dit. Honnêtement, j'avais pas cette dernière info, mais ça ne m'étonnerait pas. D'abord, j'aimerais quand même faire une perspective historique, puisque tu parlais de la base. Quand les sans-culottes font la Révolution française, il n'y a pas de syndicat.
Quand les soviets se constituent en Russie en 1917, certes, il peut y avoir par-ci par-là un syndicat éventuellement, et encore, j'en suis même pas certain, à vrai dire, je pense pas. Donc en tout cas, c'est la base qui se révolte, ce sont les travailleurs, comme tu l'as dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, pas qu'à l'heure actuelle, les Gilets jaunes, effectivement, encore une fois, c'est un mouvement des travailleurs, avec un grand T. C'est apartisan et asyndical. Tous ceux qui essayent d'infiltrer les gilets jaunes, surtout pour les municipales là, qui vont arriver, pour essayer de gratter pour le Front National, ou pour Dupont-Aignan, ou pour Mélenchon, etc., les mecs, c'est des traites. C'est des putains d'agents infiltrés, c'est des traites. On sait très bien que le mouvement Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est apartisan. On n'est pas là pour faire bouillir la gamelle de la mère Le Pen ou du père Merluchon, et on est asyndiqué. Alors là où effectivement, là je te rejoins dans ce sens tout à fait, à partisan, effectivement, et ça se ressent, et à juste titre. Et à juste titre, parce qu'il y a tellement eu de trahison, et notamment dans la loi travail, la loi chômage. Non, parce que c'est fait pour ça. Je suis désolé, c'est pas la loi travail, c'est la loi chômage. C'est fait pour te licencier tranquillement, quand tu veux. Juste, je me permets de faire cette parenthèse. Parce que tu viens de dire la loi travail. Moi, je te rétorque la loi chômage parce que c'est la réalité. On entend aujourd'hui parler de la réforme des retraites. C'est pas une réforme. C'est un saccage. C'est une contre-réforme. C'est une destruction. Et c'est ça le premier pouvoir de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'ils imposent leur vocabulaire. Mais justement, le premier acte de résistance, c'est déjà de leur faire comprendre que leur vocabulaire, c'est la bataille de la langue, c'est du Gramsci. Mais au-delà, ils imposent leur concept. Si déjà tu raisonnes avec leur concept, eh ben t'es mort. J'ai pas l'impression que tu sois très ami avec l'écriture inclusive. Non, moi là-dessus. Non, la novlangue du néolibéralisme, ça te. Non, pas spécialement. J'ai autre chose à faire et je considère que le problème il est pas là. Mais attends, on va demander à une femme. Parce qu'apparemment, on met de l'écriture inclusive. C'est féministe, hein. C'est pour aider les femmes. Bah, je vois pas à quoi ça sert, hein, franchement, à part à gâcher du. T'es pas heureuse symboliquement? Tu te sens non, pas élevée? Bah non, absolument pas. C'est qu'on soit tous. Et pourtant, l'ONU le dit. Chapia, elle est pour. Non, c'est. Oh, ne me parle pas de Chapia. Si Marlène Schiappa est pour. Oh, si Marlène elle est pour. C'est peut-être une manipulation de la pensée. Qui sait? D'où l'utilité d'avoir un langage un petit peu évolué. D'accord. D'où l'intérêt de cloisonner le langage et puis de faire perdre le sens aux mots. La langue est un instrument de pouvoir, d'idées, et ça s'inscrit dans un rapport de force. Je me permets cette parenthèse, pourquoi? Parce que pendant la Révolution française, ça c'est pour celles et ceux qui l'ignorent, la Révolution française poursuit quelque chose qui existait déjà sous les rois, notamment depuis François Ier, c'est-à-dire que le français devienne la langue de l'unité et de l'indivisibilité du pays, et sous la Révolution de la République. Bon. Eh bien, le français, ça va devenir une arme révolutionnaire. Contre quoi? Contre, non pas les patois dans l'absolu, ce qu'on appelait les patois, c'est-à-dire le breton, etc. C'est pas contre le patois en tant que tel, c'est contre le patois en tant qu'instrument de résistance de la contre-révolution. Et la langue est définie notamment par l'abbé Grégoire le 4 juin 1794, il y a des discours là-dessus, comme l'idiome de la liberté. C'est-à-dire ce qui va permettre d'apporter des idées, etc. Il ne s'agit donc pas d'en finir, de détruire, d'anéantir, je ne sais quoi, des langues régionales en tant que telles. Il s'agit de dire que ces langues régionales, elles ont certes le droit d'exister, mais qu'à un moment donné, elles sont, politiquement parlant, un objet de la contre-révolution. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Mais que la langue est un instrument de résistance et de promotion d'idées comme la liberté, l'égalité, etc. Et je dis ça pourquoi, pour finir? Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on nous vend? Un monde tout globiche, un monde où tout le monde doit parler. C'est ça. C'est un anglais très utilitaire. Finalement, ça te permet juste de savoir ce que le touriste veut. Le Black Friday. Quand toi, tu es dans le pédaler ou en train de lui faire les ongles de pied. Bien sûr. Juste savoir ça. Oui. Mais pas plus. Ça s'appelle le Black Friday, ça s'appelle le WeGo, ça s'appelle le My French Bank de la banque de la banque postale, ça s'appelle le Carrefour City, ça s'appelle Westfield. Westfield qui a repris le centre commercial Vélizy 2 à Vélizy, le centre Parly 2, etc. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à parler globish.
On ne peut même plus parler de la langue française, qui est aussi une langue, pas seulement, on pourrait appeler ça identitaire, ce que vous voulez, mais aussi une langue politique et sociale, profondément. Et diplomatique. Mais évidemment. Tolstoï rêvait en français. C'est une langue internationale. Le français, c'est une langue internationale dans les statuts de l'ONU. Mais tout à l'heure, tu parlais d'apprendre, c'est pas d'apprendre, mais d'avoir les cours en anglais, en CP. Anglais, bien la sûr. langue française, elle va disparaître. Ah bah, en tout cas, tout est fait pour ça. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant de constater que... Regardez Macron. Macron, il est très heureux de Startup dire... Nation. Mais bien sûr, Make Our Planet Great Again. Et il organise à la fin 2017 le One Planet Summit. One Planet Summit. C'est fait pour quoi? Pour favoriser la finance verte. Bon, on a mis un coup de peinture verte sur la finance pour faire croire qu'elle était verte. C'est-à-dire Tu vas qu'en pas fait, faire c'est ça. plaisir aux Extinction Rebellion anglais là. C'est pas grave. Parce que déjà ils se font maraver par les Extinction Rebellion français, Oui. qui eux sont aux 3/4 gilets jaunes et qui acceptent pas les financements ni la destruction de l'échelon national pour défendre Oui. le peuple. Oui. Alors que les Anglais, Extinction Rebellion Angleterre, les mecs sont ultra soumis, financés par Rockefeller, c'est par toutes les ONG, Oui, bien sûr, je vois écrans. bien. Et derrière, ils sont pour vite la maison brûle, mais c'est même pas le niveau européen qu'on veut, c'est le niveau mondial. Oui. Donc déjà que le niveau européen ça marche pas, et puis que ce projet c'est avant tout la suppression de nos libertés, etc. Là, eux, ce qu'ils veulent, c'est une corruption mondiale, et Oui. puis tout délégué au niveau mondial. Ça passe pas en France en fait. Ça Bah, passe sauf pas. que le Globish, ce qu'on appelle le Globish, c'est tout simplement une entreprise de domination impérialiste de la part des États-Unis, un impérialisme juridique, linguistique et plus généralement culturel. Et il faut savoir qu'en France, ça fait au moins 70 ans que c'est à l'œuvre, et notamment à la suite des accords Blum, Léon Blum, qui était le chef de la SFIO, des sociétés, et des accords Bloom-Burns qui dataient de mai 1946 et qui permettaient d'ouvrir le cinéma français à l'ensemble des films en provenance des États-Unis et des films qui en fait allaient diffuser toutes les niaiseries qu'on peut se taper de temps en temps. Par conséquent, il faut savoir qu'à l'époque, le Parti communiste français, sous l'impulsion de Maurice Thorez, avait dénoncé cette entreprise d'asservissement du peuple français. Parce que Thorez et les communistes de l'époque avaient parfaitement compris que ça allait abêtir et asservir les travailleurs et les citoyens du pays. On est sur une entreprise d'abêtissement en fait, oui, de la évidemment. population. Mais ça, c'est évident. Sur une population abrutie, Oui. on fait tout passer. Ah bah, d'ailleurs, tout passe malheureusement. Mais de moins en moins. Quand même de moins en moins. Parce que les abrutis, quoi qu'on en dise, entre guillemets, je parle comme Macron, ils sont capables en réalité à un moment donné, quand ils se rendent compte qu'il y a une contradiction entre ce qu'on leur dit et leur Ah non, portefeuille, mais le 15 du mois, quand le frigo est vide, Le quand t'as plus de réveil. thunes et que ton plafond de découvert a Ouais. explosé, là tu peux regarder autant de fois BFM que tu veux, tu vois qu'il y a un problème. ça s'appelle le matérialisme. Oui. Alors, on va parler de deux choses. On va parler de la Confédération européenne des syndicats, qu'est-ce que c'est, et la Fédération syndicale mondiale. Alors, il faut savoir qu'il y a une sorte de combat là, qui n'est pas au niveau national, mais au niveau supranational, tant au niveau européen qu'au niveau mondial. Qu'est-ce que la Confédération européenne des syndicats? Qu'est-ce que c'est? Alors, juste une chose, tu as dit supranational, c'est vrai pour la Confédération européenne des syndicats dont je vais parler. La Fédération syndicale mondiale, elle est internationale. Là, il y a une petite différence. Mais passons. La CES a été créée, Alors, la Confédération européenne des syndicats. Elle a été créée en 1973 par l'Union européenne. D'accord. Alors, à l'époque, ça s'appelait la CEE, la Communauté économique européenne. D'accord. Bon, c'est la même chose. L'idée, c'était de créer un syndicalisme européen. Bon, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que l'Union européenne, de l'époque, la CEE, encourage le syndicalisme européen? Ça peut paraître assez curieux. Bon. En réalité, il y avait l'idée d'effectivement de créer un espèce de syndicalisme pour l'ensemble des peuples européens, etc. Bon, le seul problème, c'est que ce syndicalisme, très rapidement, il est financé par quoi? Par les institutions européennes. Bon, donc on se doute que, en toute logique, c'est les syndicats qui adhèrent à cette CES, ils vont pas spécialement combattre l'Union européenne. Une Union européenne qui pourtant est la cause, et d'ailleurs c'est M. Juncker lui-même qui l'a dit, elle est la cause du malheur des peuples. En tout cas, elle n'est pas là pour faire le bonheur des peuples. Donc par conséquent, cette CES, elle est, disons-le clairement, un instrument de légitimation et d'accompagnement de toutes les politiques d'austérité, de rigueur qu'on se tape et qui détruisent tout. Nos services publics, nos emplois, nos salaires, etc. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, depuis quelques mois maintenant, je n'ai plus la date exacte, mais une chose est sûre, qui la dirige? Laurent Berger. Laurent Berger qui est le patron de la CFDT. Alors évidemment, à partir de là, il faut quand même jeter un œil dès lors sur la position de la CFDT sur l'actuel projet de contre-réforme des retraites. Que dit Laurent Berger? Il dit « Ah nous, on ne veut pas de l'âge pivot ».
l'âge d'équilibre, ce que vous voulez, de 64 ans. Mais c'est tout ce qu'il dit. Il accepte le reste. Oh bah évidemment. La retraite à points, c'est Ah bon. mais d'ailleurs, prend mais non seulement il prend, mais il le revendique. Donc c'est encore autre chose. Donc si vous voulez, il faut bien avoir ça en tête, c'est que la CES est un instrument de combat et de domestication du syndicalisme de classe et de masse. C'est ça l'objectif, c'est d'empêcher un syndicalisme véritablement combatif, revendicatif et porté par les intérêts des travailleurs. Mais alors, attends, qui est dans ce CES, cette Confédération Européenne des Syndicats? Donc il y a les sociaux-traites de la CFDT, on s'en doutait un petit peu. On savait que Nicole Notat, l'ancienne patronne, était la patronne du dîner du siècle, quand même. Et qu'elle avait appelé, et qu'elle avait soutenu même le plan Juppé de 1995, qui prévoyait déjà de détruire les retraites et pas seulement au sein de la fonction publique notamment. Donc là on est au niveau du social traîtrise, on est bon là. Il faut enlever le mot social, hein, c'est plus rapide. Il y a qui d'autre dans cette Confédération Européenne des Syndicats? Alors, une chose est sûre, la CGT y adhérait à la toute fin des années 90 sous l'impulsion de Bernard Thibault. Il y a eu une adhésion très clairement de la CGT, ce qui ne signifie pas que l'ensemble des syndiqués de la CGT est favorable à ceci. Et ça me permet de faire le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure. À l'heure actuelle, ça fait donc plus de 20 ans que la CGT est au sein de la Confédération Européenne des Syndicats, mais en juin dernier, en juin 2019, la CGT a tenu son 52e congrès. Bon, il y a des congrès, on décide des orientations, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au sein de ce congrès a été adopté un amendement contre l'avis de la direction. Contre Moustache? Oui. D'accord. Contre son avis, donc il s'est retrouvé minoritaire. Cet amendement fait de la CGT désormais un observateur de la Fédération syndicale mondiale. La FSM, c'est donc une fédération qui réunit l'ensemble des syndicats du monde, mais bon, des syndicats dans une logique internationale en réalité. Et qui, eux, sont dans une logique de classe et de masse, un véritable combat de classe. Autrement dit, la FSM... Contre le libéralisme. Ah oui. Donc là, on revient aux bases. Bien sûr. On tend vers du syndicalisme révolutionnaire, vraiment, un véritable contre-pouvoir, voilà, contre l'économique. Exactement. Et donc là, à l'intérieur de la CGT... Bien sûr. Moustache, alors il est bien payé, Moustache, attention, hein, il gratte, etc. Mais là, il a été, d'ailleurs, il n'a pas été élu très démocratiquement, Moustache. C'est grâce à sa femme à la ville qu'il a été élu. Ce qui est certain, c'est que par rapport à cet amendement dont on parlait, lui et l'ensemble de la direction se sont retrouvés en minorité. Autrement dit, il a été obligé d'accepter cet amendement parce que lui, il n'en voulait pas. Il veut rester, pour le moment, et à mon avis pour un petit moment, dans le cadre de la Confédération Européenne des Syndicats. Du réformisme. Oui, voilà. Parce qu'il faut bien comprendre une chose pour l'ensemble des auditeurs, c'est que la CES, ça donne du pognon. Les institutions européennes donnent du pognon. Et c'est valable pour les partis. Quand on est membre, par exemple, d'un truc qui s'appelle le Parti de la gauche européenne, c'est le cas par exemple du Parti communiste français, du PCF actuel, quand on accepte d'être dans ce cadre, on accepte quoi? Les subventions de l'Union européenne. Comment vous voulez véritablement la combattre à un moment donné? Alors, ton groupe de communistes authentiques, eux certainement pas. N'acceptent pas les subventions européennes? Les seules subventions que nous avons, c'est simple, ce sont celles des poches des militants, dont les miennes. Par conséquent, c'est notre argent à nous. Nous n'avons aucune subvention. Non seulement nous ne les acceptons pas, mais pire, nous n'en voulons pas, puisque nous voulons nous barrer de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, étant qu'on est du capitalisme, puisqu'après tout, nous sommes communistes. Ok. On a été loin, hein, c'est bien. Donc là, on va continuer avec le prochain sujet, qui est les gilets jaunes vus par la gauche bien pensante. Entre guillemets, je pense. Entre guillemets. Oui. Gauche, pour gauche, pas pour bien pensante. Je parle pas de ma main gauche, hein. Moi bien je suis droitière. Donc, Gauche entre guillemets et bien pensante sans guillemets. Mais alors c'est ces moralisateurs, ceux qui savent et qui nous font la morale. Ouais. Les gilets jaunes, c'est des fascistes. Oui. Les gilets jaunes, c'est des homophobes. Des nationalistes, des racistes. C'est tout ce que tu veux. Je sais. Alors en fait, et nous aussi d'ailleurs. On est vraiment méchants. Qui est des pauvres qui se lèvent dans un combat pour la dignité du travail, pour ces intellectuels, ces universitaires, à corps de lâche et puis à tête de traître, tu vois la tête qu'ils ont. Pour eux, le peuple qui se lève pour sa dignité, c'est fasciste. Oui. Comment t'expliques en fait ce travail mental? Ça doit être compliqué pour un mec de la gauche bien pensante de nous considérer comme des fascistes. Déjà, ça renvoie au problème déjà de gauche, ce qu'on appelle gauche. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que, tu l'as dit, ces gens-là, en réalité, la plupart du temps, ils ont fait de longues études,
Ce qui ne veut pas dire qu'on devient forcément bien-pensant. On peut avoir fait des longues études. Bon, moi j'ai fait de longues études, je ne suis pas spécialement, je pense, dans la bien-pensance. Mais passons. Ce qui est certain, c'est que leur combat qui va primer, c'est le combat pour la liberté, mais pas n'importe quelle liberté. En réalité, c'est la liberté de l'individu, si ce n'est de l'ego. Du consommateur? On n'est pas loin de ça. Évidemment, ils vont dire la liberté des citoyens, le fait que tout le monde ait les mêmes droits, etc. Ok, mais ça, ce sont des paroles. C'est qu'à un moment donné, en acte, alors là, curieusement, on retrouve beaucoup moins de monde. Parce qu'en acte, ça signifie de se battre et de se battre vraiment. Donc là, on retrouve tous les éditorialistes de Libération, enfin bref, des Inrecuptibles, etc. Tous les mecs les bien-pensants, ceux qui sont dans le camp du bien, qui ont toujours été très critiques sur les gilets jaunes, voire méprisants, mépris de classe, etc. Parce que les mecs, voilà, ils connaissent tout. Ils émargent à 5 000, 10 000 euros par mois. Et ces mecs-là, en fait, ils nous font la morale. Mais eux, ils travaillent pas pour le bien commun. C'est des jouisseurs, généralement, ils n'ont pas d'enfants. Jouissez sans entrave. Ils ont rien à foutre, c'est des anciens 68ards. Et ils considèrent le pays, la société, comme une caisse à chat, en fait, un crottoir à chat. Après eux, le déluge, ils ont rien à foutre. C'est comme Macron, il a pas de gosse, quoi. Oui. C'est comme les mecs de la Commission européenne, ils ont pas de gosse. Bah, tu prends, on parlait de cela. Moi, je repense à José Manuel Barroso, le prédécesseur de Jean-Claude Juncker. Il faut savoir que c'est un ancien maoïste. C'est un ancien maoïste. C'est-à-dire que, avant même de devenir ce qu'il a été, président de la Commission européenne, il a fait ses classes, encore une fois, dans les mouvements Mao. Ouais, mais pas en Chine. En France. Non, bah, au Portugal, parce qu'il est portugais. D'accord. Mais tu veux un exemple français? Prenons Michel Field. Michel Field, qui est devenu donc présentateur, qui d'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore sur Europe 1, mais qui a été sur Europe 1, etc. Quand il était jeune, une espèce de 68ard, etc., qui faisait partie, je crois, de la gauche prolétarienne, ou un truc comme ça, qui appelait à utiliser la violence armée à 20 ans, etc. Bon, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il se fait embaucher par France 2. Il n'appelle plus la violence armée, là. Non, beaucoup moins. Il est dans la discussion, le débat, le D'accord. dialogue, l'échange. Mais Luc Ferry, par contre, lui, veut la violence armée contre les gilets jaunes. Ah bah, c'est-à-dire que la bourgeoisie, à un moment donné, quand il s'agit de sortir les armes, elle l'a montré au moment de la Commune de Paris, elle l'avait en 1871, il y a eu 30 000 morts en une semaine. 30 000 morts en une semaine. Oui, mais ça, c'est pas la terreur, c'est juste la semaine sanglante. Passons. Ça a été le cas en 1848, lorsqu'il y a eu la fermeture des ateliers nationaux en juin 1848, où il y a eu plus de 2000 morts, parce que c'était... Vous savez ce que réclamaient les gens qui se sont révoltés et qui ont été morts pour ça? Ils voulaient du travail. On leur a tiré dessus. Les ateliers nationaux fournissaient du travail et la bourgeoisie refusait de financer ces ateliers nationaux. On l'a fermé, on l'a tiré dessus. Donc en fait, effectivement, elle sait très bien ce qu'il faut faire par rapport à ça. Mais reprenons le cas de Michel Field. Une fois qu'il passe au service public, il vend son truc de intellectuel, intellectualisant, qui réfléchit, etc. Et puis en 2005, qu'est-ce qu'il fait? Oh ben il anime un meeting pour le oui à la Constitution européenne. Bien sûr, sous un meeting UMP. C'est-à-dire qu'il fasse plaisir à M. Sarkozy et M. Fillon, et avec la présence de son patron, M. Lagardère. C'est pas beau la vie? Je suis certain qu'il était, lui, il était à fond derrière Colin Powell. Tu te souviens la fiole de pisse là à l'ONU? Tu vois les armes de destruction massive. La farine qui avait été achetée le matin au Franprix et qui expliquait que c'était de l'anthrax. Ouais, je suis certain que lui, il a approuvé l'invasion de l'Irak, un pays souverain. Ouais. Ah bah il y a des choses. Oui, mais parce que tu vois, évidemment. Nous, on n'était pas du côté de la démocratie, tu vois. Mais bien sûr. La démocratie de marché. Pour la société de consommation, elle doit être apportée par les Américains. Et puisque tu parles des États-Unis, il faut quand même savoir que ce qu'on a appelé la révolution néolibérale, qui est en fait une contre-révolution, encore une fois, elle a été portée par qui? Par des gens qui, dans les années 80-90, avaient été jeunes à la fin des années 60. Les hippies, les fumeurs de pétards, les jouissés sans entrave, les anti-totalitaires qui combattaient en réalité avant tout le communisme, et des anticommunistes notoires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tellement anti-totalitaires qu'ils sont libertariens. Et un libertaire, ça rejoint un jour ou l'autre le libéralisme. Tout est possible. Finalement, ça converge naturellement vers l'embourgeoisement. Oui. Et puis, il y en a tellement que... Il y en a certains qui disaient que finalement le mouvement hippie aurait été créé par la CIA pour contrer la menace communiste qui avait été prise à bras-le-corps par les États-Unis sous le macartisme. Ils avaient vraiment peur en fait de l'infiltration communiste sur des générations où les mecs étaient envoyés par Moscou. Tu vois, ils se mariaient, etc., pour faire des enfants dans le système, etc., pour avoir un poste bien placé dans l'administration américaine, pour à un moment donner
tu vois, la bonne information, hop, la bombe H, tu vois, comment les Russes l'ont eu, etc. Bref, et c'était la hantise en fait de la CIA. Bien sûr. C'est d'avoir ces gens ultra motivés, sacrifices au niveau de leur vie, etc., où ils vont projeter sur 30 ans leur mission d'infiltration dans le système américain. Bah, sans en avoir la certitude, et pour aller dans ton sens, par rapport à ce que tu dis, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce que la CIA, c'est elle qui a financé la création de Force ouvrière en 1947. Pour casser la CGT. Tout à fait, pour casser la CGT hégémonique et qui était très liée au Parti communiste qui à l'époque était vraiment combatif. C'était 25% des gens. Ah oui, quasiment 30 même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la CIA qui a créé FO, Force ouvrière, avec sous l'impulsion d'un certain Irving Brown. Et j'ajoute que la CIA... On est sûr de ça, on a les sources. Certains, et je vais vous les donner, et je vais même ajouter autre chose, c'est la CIA qui a négocié avec la mafia sicilienne Lucky Luciano le débarquement en Sicile en juillet 1943 pour attaquer l'Italie et fasciste. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? C'est que comme au sein de l'Italie, comme en France, comme dans le reste de l'Europe, qui avait le plus résisté, et même en Asie d'ailleurs, qui avait le plus résisté? Ah bah les partisans communistes. Qu'est-ce qu'on fait à la Libération? Bah mafia, tu vas nous être très utile, pourquoi? Bah pour combattre désormais les communistes, après avoir libéré le pays. Et si vous voulez les preuves de tout ce que je raconte, c'est simple, il suffit de regarder un documentaire qui est passé sur une grande chaîne complotiste qui s'appelle Arte. Et ce documentaire qui est passé sur Arte en février-mars 2017 s'appelle Mafia et République. D'accord. Pour revenir sur les hippies, avec l'histoire du LSD, etc., ce qui donnera plus tard toutes les expériences ultra. Mais l'affaire, c'était sur une jeunesse en quête d'absolu, au lieu de les envoyer finalement sur le communisme pour que les mecs deviennent des agents secrets, des taupes, des informateurs du communisme et donc mettent en danger l'establishment, voilà, le complexe militaro-industriel, quoi, bref, les Rockefeller et autres. C'était mieux de les envoyer sur des expériences où les mecs se défoncent, où les mecs partout, où les mecs soient plus opérationnels en fait. La drogue a toujours été un instrument de contrôle, de domination, et pour pouvoir casser un mouvement ou favoriser une subversion ou tout ce qu'on veut. C'est pas nouveau. D'ailleurs, au Vietnam, bon, les soldats étaient drogués, et à vrai dire, la drogue qui sert à droguer, enfin, les éléments qui servent à droguer les soldats, c'est pas nouveau. Dans l'Antiquité, on utilisait déjà le vin comme une drogue, donc c'est pas nouveau. 14-18 a été gagné par le rouge aussi. C'est ce que dirait un historien, effectivement, qui s'appelle Christophe Lucan et qui a travaillé dessus. Le vin ayant servi aussi à d'autres choses, ça on en reparlera. Mais je vous signale même que le Troisième Reich nazi, il a tenu notamment grâce aux chimistes. Ceux qui fabriquaient, bien sûr, les drogues de synthèse et tout, fabriquées par les chimistes de l'époque, etc., les physiciens dans les années 30, c'est voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet tout. Et donc les types qui fument, etc., bah, effectivement, qui se retrouvent sous une emprise à un moment donné. On parle bien d'emprise. Alors là, on va passer. Voilà, il faut qu'on avance. On est parti loin. Le dernier. Le dernier point, on va parler du capitalisme qui est en train de s'autodétruire, d'après Patrick Artus. Je précise pour les auditeurs, ce n'est pas un communiste qui parle, c'est un type qui travaille dans la banque, dans les assurances. Il a publié cet ouvrage en 2007, Patrick Artus. Et d'ailleurs, il connaît bien les puissants du pays. Le capitalisme est en train de s'autodétruire, c'est le nom de son ouvrage de 2007. Alors pourquoi? Parce que les actionnaires demandent toujours 15% par an et que dans la réalité économique, c'est au maximum 3,5, 4, 5% que l'économie réelle peut tirer. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est de la prédation. Les plus gros rachètent à crédit les plus petites boîtes et puis démembrent tout, gardent les fichiers clients, gardent les brevets, virent tout le monde. Et puis c'est du court-termiste. Ça c'est vision 2 ans. Et puis après on verra. Et encore, t'es généreux. T'es généreux en disant 2 ans. Et c'est d'autant plus prononcé que c'est maintenant à l'échelle mondiale. Enfin, je veux dire, les groupes prédateurs existent. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Bah, évidemment. Oui, parce que les frontières, c'est pas bien. Les frontières, c'est fasciste. Oui, tout à fait, c'est pas bien. Et d'ailleurs, ça se ressent. Je signale qu'il y a 2 types de groupes qui luttent contre les frontières. Il y a, par exemple le NPA, ou du moins les trotskistes et les anarchistes qui considèrent qu'il faut une liberté de circulation totale et d'installation. Alors, pas tous les anarchistes, il y a beaucoup d'anarchistes qui ont très bien compris aussi l'intérêt d'avoir une nation qui protège ses citoyens avec des frontières, avec des réglementations, avec des douanes, pour protéger ses artisans, protéger ses agriculteurs, ça existe, protéger ses industries, etc.
il y a des gars qui sont réveillés. Il n'y a, Oui. il y a pas que des postes ados Ah, non, non, attardés non, non. de Bien 30 sûr. à 40 balais crasseux Non. qui vont t'expliquer que les gilets jaunes finalement font un combat fasciste. Ah bah, de toute façon, moi je suis pas dans la logique de généralisation, je sais très bien, je vais même te dire, même au sein de l'NPA, je sais qu'il existe une tendance dans cette logique dont on est en train de parler. Mais par contre, c'est vrai que l'on peut retrouver facilement ce slogan. Et curieusement, l'autre versant qui soutient la totale liberté de circulation des immigrés, etc., c'est le MEDEF. Ah, c'est normal. Faut parce faire que- le mini-SMIC quand même. Ah bah évidemment, parce qu'il faut savoir que le MEDEF avait publié fin 2011, début 2012, un manifeste qui s'appelle Besoin d'air, AIRE, une aire géographique. On va pouvoir faire travailler des types sans problème, on va pouvoir les mettre en concurrence. Et donc, l'immigration, c'est génial. Parce que c'est d'ailleurs ce que dénonçait déjà Jean Jaurès à la fin du 19e siècle. Il expliquait, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous militez, vous, soi-disant à gauche, pour la totale liberté de circulation des travailleurs, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous les mettez en concurrence. Le patronat, il va se faire plaisir, il va pouvoir faire pression pour baisser les charges, ce qu'on appelle les charges. C'est pas des charges, c'est du salaire socialisé. Et C'est donc, du bah, dumping social. mais évidemment, bah, c'est la logique. Bah voilà, et c'est normal que le MEDEF rejoigne. Et d'ailleurs, au sein du MEDEF, on retrouve des types qui ont été quoi dans leur jeunesse? d'après vous Maoïste. Allez, fais-nous rêver. Denis Kessler, l'ancien numéro 2 du MEDEF en 2007, et qui expliquait qu'il faut en finir avec le programme du Conseil national de la résistance et jours heureux. Qu'est-ce que disait Jaurès, je m'en souviens plus à propos du mondialisme, un petit Un peu. peu d'internationalisme éloigne de la patrie. Beaucoup d'internationalisme y ramène. Ah, vas-y, développe. Bah, faisons simple, et c'est important de l'avoir en tête. C'est vrai que très souvent, on aime dire oh, vous êtes patriotique, vous êtes patriote, vous êtes fasciste. Ah bon? Donc défendre en fait la souveraineté populaire, nationale, dans le sens où la souveraineté populaire s'exerce dans le cadre de la nation, c'est être fasciste. Ah bon? Mais non, c'est au contraire l'affirmation du peuple souverain. Par rapport à qui? Par rapport à celui qui possédait tout le pouvoir. Par rapport aux banques, par rapport Mais oui. à l'oligarchie financière. C'est évident. Donc ça, on est en face d'idiot utile là. Ah oui, oui, non mais là... Non, mais c'est- ils sont même pas idiots, c'est Ils sont les pas agents utiles, mandatés. ils sont idiots tout court. Ils sont C'est les agents mandatés. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, encore que malheureusement, ils sont incultes. Je ne sais pas s'ils sont idiots, mais en tout cas, ils sont incultes. Et ce qui est certain, c'est que quand on dit ça, vous savez ce que disait Fidel Castro à Cuba? Parce qu'on aime bien entendre des trotskistes, des anarchistes ou d'autres qui se battent pour ça. Il disait la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. On se battra pour défendre la patrie, parce que la patrie c'est quoi? Ce sont les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui se battent pour avoir des services publics, pour avoir des emplois, pour avoir du salaire, et pour vivre ensemble harmonieusement dans une logique de bien commun. Et dois-je rappeler quelle était la devise de la Première République en France en 1792? Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Car ceux qui sont anti-patriotes sont contre-révolutionnaires, car la patrie est une invention fondamentalement révolutionnaire. Et comme tout le monde fait la même chose, quelle est l'idée derrière? Ce qui est valable pour sa patrie soit également valable pour toutes les autres, c'est-à-dire le bien commun, le bonheur public, que ce soit pareil partout. Autrement dit, défendre sa patrie, c'est défendre aussi le bonheur public qui peut exister dans l'ensemble des autres patries, c'est-à-dire l'entre, entre les différentes nations, l'internationalisme, qui vont coopérer, qui ne sont pas là pour se taper dessus. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. C'est pas pour rien que t'as un drapeau français derrière toi. Ah oui, ça me dérange pas. Il me manque juste le drapeau rouge à côté. Moi, je rajouterai en plus Ah non, le mais rouge. regarde, t'as quelque chose de jaune à oui, côté. j'ai de jaune aussi. Et jaune inclus dedans, parce que ça fait partie. Mais c'est vrai que, en ce qui nous concerne, l'internationalisme, c'est le drapeau rouge, le patriotisme, c'est le drapeau tricolore, et nous faisons sien. Nous faisons nôtre les deux. Les deux sont liés profondément. Et alors, d'ailleurs, je le montre volontiers, effectivement. Donc voilà, constituant 91, mort aux cons, je rajouterai et aux incultes, tant qu'on y est, parce que Et à la malheureusement, dette. ils sont en jeu. Et à la dette, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci avec ça. Et j'ajouterai vraiment derrière l'idée centrale, j'espère que tous les auditeurs l'auront compris, c'est vraiment le souci constant, permanent, d'essayer de comprendre, de réfléchir et donc de se cultiver. Se cultiver, non pas pour être cultivé, comme les bourgeois qui aiment bien parler dans un dîner mondain entre eux, mais pour comprendre, expliquer le monde et se battre pour le bien commun. Pour améliorer, parce que si on se bat pas, demain, c'est sûr que ça sera pire Si qu'aujourd'hui. on se bat pas, on se fera battre, ça c'est sûr. Force et honneur les amis, on lâche rien. Force et honneur. Merci citoyens. À vous les citoyens. Merci. À très bientôt.